Elias Carrington avait l'argent, le pouvoir et un nom qui commandait le respect, mais un commentaire ivre filmé à son insu mettait le feu aux poudres de son empire et le mena à Dre Imani Brooks, la seule femme qui pouvait soit le détruire, soit sauver son âme. Elias Carrington se tenait à la fenêtre de son bureau d'angle, regardant les rues animées de Paris. À 30 ans, il possédait tous ces que l'argent pouvait acheter. Costume de créateur, voiture de luxe et un nom de famille qui ouvrait toutes les portes de la capitale. « Monsieur Carrington, votre père est sur la ligne 1 », appela son assistante via l'interphone. Elias soupira. Son père n'appelait jamais pour de bonnes nouvelles. « Passez-le-moi. »« Fils, n'oublie pas le gala de charité soir. Les Preston seront là. Leur fille Caroline vient de rentrer de Paris. Elle ferait un bon parti. »« Je serai là, » dit Elias d'un ton monocorde. Encore une mondaine blonde issue de la bonne famille, c'était toujours la même histoire. Ce soir-là, Elias arriva en smoking au grand hôtel Carrington de Paris. La salle de bal scintillait de lustre et de vieille bourgeoisie. Son père, William Carrington, lui fit signe de rejoindre un groupe d'hommes. « Le voici, l'avenir de Carrington International », annonça William fièrement. Les hommes étaient des membres du conseil d'administration et des investisseurs, tous tenant des verres de cognac et des cigares. Ils accueillirent Elias par de fermes poignées de main et des sourires entendus. Des heures plus tard, après la fin du gala, ils se retirèrent dans la salle de réunion privée pour leur partie de poker mensuel. Le cognac coulait à flot. La conversation dériva des affaires aux femmes, puis à la politique. « Ma fille sort avec CE, nouvel acteur. Vous savez, celui-là, il est à moitié asiatique, » dit Robert Preston avec une grimace. « Au moins, elle ne sort pas avec un homme noir, » rit un autre membre du conseil. Elias aurait dû dire quelque chose. Il aurait dû changer de sujet. Au lieu de cela, l'alcool délia sa langue et il répéta les mots qu'il avait entendus toute sa vie lors de dîners mondains et dans les clubs huppés. « Je coucherai avec une femme noire, bien sûr, mais je n'aurai jamais d'enfant avec l'une d'elles. C'est juste différent. » La pièce éclata de rire. Elias ne remarqua pas qu'un des jeunes membres du conseil d'administration remit discrètement son téléphone dans sa poche. 2 jours plus tard, Elias était en réunion lorsque son assistante fit irruption, le visage pâle. « Monsieur, il faut que vous voyiez ça. » Elle lui tendit sa tablette. Il y était, à l'écran, prononçant CES mot terrible. La vidéo était devenue virale. Son nom était en tête des tendances. Cash Annular Carrington était partout. « Contactez le service de communication, tout de suite !» cria-t-il. Mais il était trop tard. En quelques heures, 3 sponsors majeurs se retirèrent de leurs accords. La fondation caritative qu'il présidait lui demanda de démissionner. Son père le convoqua dans son bureau. « Tu as déshonoré le nom des Carrington », dit William froidement. « Règle ça, ou je trouverai quelqu'un qui le pourra. » Elias était assis dans son bureau le lendemain matin, faisant défiler d'innombrables messages de haine. Son équipe de communication suggéra des excuses rapides et un don important à une association de lutte contre le racisme. « Il y a autre chose », dit son assistante nerveusement. « Le projet de complexe hôtelier sur une ancienne habitation coloniale en Martinique, nous avions engagé une consultante il y a plusieurs mois pour l'exposition sur l'héritage afrodescendant, Dre Imani Brooks de la Sorbonne. Elle a demandé une rencontre pour discuter de sa position sur le projet étant donné les récents événements. » Elias se frotta les tempes. « Bien, organisez ça. » Le jour suivant, Elias attendait dans la salle de réunion, répétant son discours de crise. La porte s'ouvrit et il leva les yeux. S-use mots moururent dans sa gorge. Imani Brooks entra, vêtu d'un tailleur beige parfaitement ajusté. Sa peau foncée semblait luire sous les lumières fluorescentes crues. Ses cheveux étaient coiffés en une couronne de tresses souples, mais ses furent ses yeux qui le glacèrent, intelligent, fier et complètement indifférent à sa personne ou à sa richesse. « Dre Brooks », réussit-il à dire, lui tendant la main. Elle la regarda un instant avant de la serrer brièvement. « Monsieur Carrington, je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous un café? De l'eau? Non, merci. Je préférerais que CE soit bref. » Elias s'éclaircit la gorge. « À propos de la vidéo. Je ne suis pas ici pour discuter de vos opinions personnelles, monsieur Carrington, » l'interrompit Imani. « Je suis ici pour déterminer si je peux, en toute conscience, continuer CE projet. Les valeurs de l'entreprise, votre entreprise m'a engagé pour concevoir une exposition historiquement exacte sur l'héritage afrodescendant dans une ancienne habitation coloniale que votre famille a transformée en complexe hôtelier, dit-elle, sa voix calme mais directe. Et maintenant, je me retrouve dans la position inconfortable de travailler avec quelqu'un qui a publiquement déclaré qu'il n'aurait pas d'enfant avec une femme noire.
Elias sentit son visage devenir brûlant. Ce n'étaient pas mes mots. Enfin si, mais j'étais ivre et... Vous dites que vous n'auriez pas d'enfant avec une femme noire, continua Imani, le regardant droit dans les yeux. Mais vous vous attendez à CE que des femmes noires sauvent votre héritage. Discrètement, en coulisses, les mots le frappèrent de plein fouet. L'exposition est importante, dit-elle. Pas pour l'image de votre entreprise, mais pour la vérité, pour la guérison, pour les ancêtres qui ont travaillé cette terre. Que voulez-vous? Demanda Elias. Un contrôle créatif total, une augmentation de budget de 30%. Et je travaille directement avec vous. Pas d'intermédiaire, pas de filtre de communication. Pourquoi voudriez-vous travailler avec moi? Imani rassembla ses dossiers. Parce que cette exposition compte plus que votre ignorance, et parce que des gens comme vous ont besoin d'être mis mal à l'aise pour que le changement se produise. Elias aurait dû être en colère. Il aurait dû la mettre à la porte. Au lieu de cela, il s'entendit dire « D'accord, bien, je vous enverrai le contrat révisé aujourd'hui. Nous commencerons les visites de site la semaine prochaine. » Elle se leva pour partir. « Dre Brooks, l'appela Elias. Je suis désolé. » Elle marqua une pause à la porte. « Vos excuses ne signifient rien pour moi, monsieur Carrington. Vos actions, elles, le pourraient. » Après son départ, Elias resta seul dans la salle de réunion, ressentant quelque chose qu'il éprouvait rarement, la honte. Son téléphone vibra avec un message de son père. « Le conseil se réunit demain. Ta position est en jeu. » Pour la première fois de sa vie, Elias ne se souciait pas de CE que pensait son père. La semaine suivante, Elias rencontra Imani sur la propriété en Martinique. L'ancienne habitation coloniale faisait partie du portefeuille Carrington depuis des décennies, rénovée en complexe de luxe tout en aseptisant son histoire brutale. « C'est ici que se trouvaient les cases des esclaves », dit Imani, désignant une zone maintenant occupée par des cours de tennis. Et ce chemin menait au champ de Cannes. Elias la suivit à travers la propriété, la voyant avec de nouveaux yeux. Sa famille avait effacé le passé douloureux et l'avait remplacé par des aménagements de luxe pour des clients fortunés. « L'exposition sera installée ici, dit Imani, lui montrant les plans. Nous restaurerons la structure originale et créerons une expérience immersive. Les visiteurs apprendront l'histoire des familles qui ont vécu et sont mortes ici. »« Mon père n'aimera pas ça, dit Elias. Est-ce un problème ?» Il pensa aux yeux froids de son père, à la réunion du conseil où ils avaient remis en question son jugement, à une vie passée à acquiescer aux blagues racistes. « Non, dit-il fermement. Ce n'est pas un problème. » Au cours des semaines suivantes, Elias et Imani travaillèrent en étroite collaboration sur le projet. Elle remettait tout en question, son langage, SES hypothèse, l'histoire aseptisée que sa famille avait créée. « Pourquoi l'appelez-vous une propriété historique au lieu d'une habitation coloniale ?» demanda-t-elle lors d'une réunion. « Ça sonne mieux dans les brochures, admit-il. Mieux pour qui ?» Ces uses conversations le mettaient mal à l'aise, mais il se surprenait à attendre leur réunion avec impatience. Imani était brillante, passionnée, et n'avait absolument pas peur de dire CE qu'elle pensait. Un après-midi, alors qu'ils examinaient des plans architecturaux, Elias reçut un appel de son père. « La jeune Preston est en ville. J'ai organisé un dîner ce soir. Je ne peux pas, je travaille sur le projet en Martinique. » Avec cette femme, celle de l'université, la voix de son père suintait le dédain. « Mets fin à CES bêtises, Elias. Tu as fait ton geste. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Son nom est Dre Brooks et le projet continue. Hein, tu risques tout, ta position, ton héritage. Pourquoi? Pour soulager ta culpabilité ?» Elias regarda Imani de l'autre côté de la table qui faisait semblant de ne pas écouter. « Je prendrai CE risque, dit-il, et raccrocha. Ce soir-là, ils travaillèrent tard. Elias commanda le dîner au bureau et ils mangèrent en discutant de l'exposition. « Pourquoi restez-vous dans l'entreprise » demanda soudain Imani. « Vous pourriez faire n'importe quoi avec votre argent et votre privilège. » Elias réfléchit à la question. « C'est tout CE que j'ai toujours connu. Le nom Carrington, l'héritage. C'est CE que je suis. Vraiment? Ou est-ce CE qu'on vous a dit d'être ?» Il n'avait pas de réponse. Les semaines se transformant en mois, Elias se découvrit en pleine transformation. Il prenait la parole lorsque les investisseurs faisèrent des remarques racistes désinvoltes. Il militait pour la diversité dans les embauches. Et il ne pouvait s'empêcher de penser à Imani. Son esprit, sa force, son refus d'être intimidé par la richesse ou le statut. Mais il savait qu'il ne fallait pas confondre respect professionnel et intérêt personnel. Elle travaillait avec lui, malgré ce qu'il était, et non à cause astérisque de cela. Le projet avançait. L'exposition prenait forme, mais en coulisses, des problèmes se préparaient.
le père d'Elias convoqua une réunion d'urgence du conseil. « Ce projet en Martinique est un coup de pub qui est allé trop loin, » argua William. « Mon fils est influencé par des forces extérieures. » Le conseil vota pour suspendre le projet en attendant un examen. Quand Elias en informa Imani, elle n'eut pas l'air surprise. « Il n'allait jamais laisser faire ça, dit-elle calmement. « Je vais arranger ça, promit Elias. Ce soir-là, il reçut un appel étrange de son assistante. « Monsieur, vous devriez regarder les réseaux sociaux. » Dre Brooks est en tête des tendances. Le sang d'Elias se glaça. Quelqu'un avait divulgué les informations personnelles d'Imani en ligne. Des partisans des Carrington l'attaquaient, la traitant d'opportuniste, proférant des menaces. Des photos de son domicile apparurent sur des forums de discussion. Lorsqu'elle ne se présenta pas à leur réunion le lendemain, Elias essaya de l'appeler. Pas de réponse. Il se rendit à son immeuble d'appartement en panique. Elle ouvrit la porte au troisième coup, les yeux rouges d'avoir pleuré. « Partez, Elias. Vous allez bien? J'ai vu CE qui s'est passé en ligne. Pensiez-vous que votre famille ne riposterait pas? Pensiez-vous qu'il me laisserait changer les choses? Je ne savais pas, je vous jure. » Elle rit amèrement. « C'est le problème. Vous n'avez jamais eu besoin de savoir. Vous pouviez simplement exister dans votre bulle de privilèges pendant que des gens comme moi géraient les conséquences. Laissez-moi vous aider, » la supplia-t-il. « Comment? Avec de l'argent? Avec un communiqué de presse? C'est ma vie, Elias. Ma sécurité, ma carrière. » Il resta là, impuissant, face à la réalité du pouvoir et de la cruauté de sa famille. Et quelque chose en lui se brisa. « Vous n'avez jamais été le problème, Imani, dit-il doucement. C'était moi, c'est moi. Mais je vous jure, j'en ai fini de vivre sous le poids de leur maladie. Et je réduirai tout en cendres avant de les laisser vous toucher à nouveau. » Elle le fixa, voyant quelque chose de nouveau dans ses yeux. Résolution, regret et quelque chose de plus profond qu'elle n'était pas prête à nommer. « Qu'allez-vous faire ?» demanda-t-elle. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Le lendemain matin, Elias convoqua une conférence de presse sans consulter son équipe de communication ni son père. Les caméras de télévision se rassemblèrent, s'attendant à l'habituel communiqué d'excuses d'entreprise. Au lieu de cela, ils eurent la vérité. « Je m'appelle Elias Carrington, » commença-t-il, regardant directement les caméras. « Et j'ai été élevé à croire des choses qui déshumanisent les personnes qui ressemblent à Dre Imani Brooks. J'ai répété « CES, croyance ». J'avais tort. Les journalistes se turent. Les mots de cette vidéo étaient les miens. L'ignorance était la mienne. Et la seule rédemption que j'aurai jamais passera par l'action, non par les excuses. Il prit une profonde inspiration. Avec effet immédiat, je me retire de mon poste de directeur général délégué de Carrington International, jusqu'à CE que l'entreprise ait mené un audit d'équité complet et ait restitué les terres aux familles afrodescendantes dont l'entreprise a historiquement tiré profit. Des murmures de surprise parcoururent la foule. De plus, j'établis un conseil indépendant pour l'équité culturelle, avec Dre Brooks comme présidente, si elle accepte. Alors qu'il s'éloignait du podium, ignorant les questions hurlées, Elias sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois, cette pensée ne l'effraya pas du tout. Le téléphone d'Elias Carrington ne cessait de sonner. Après sa conférence de presse, tout le monde voulait un morceau de lui. Journalistes, anciens partenaires commerciaux et membres du conseil d'administration en colère. Il les ignora tous et se rendit directement à son appartement-terrasse. Il venait de se servir un verre quand l'ascenseur s'ouvrit. Son père fit irruption, le visage écarlate de fureur. « As-tu perdu la tête ?» hurla William Carrington. « Tu as jeté par-dessus bord des générations de travail en 5 minutes. » Elias but une gorgée calme de son whisky. « Bonjour à toi aussi, père. » « Ce n'est pas une blague, Elias. Le conseil est en plein chaos. Nos actions ont chuté de 15 points après ton petit coup d'éclat. Ton grand-père aurait honte. » « Mon grand-père » Elias rit amèrement. « L'homme qui a construit des complexes hôteliers sur des terres qu'il a pratiquement volées à des familles afrodescendantes. Peut-être devrait-il avoir honte. » William pointa un doigt tremblant vers Elias. « Tu te crois si vertueux maintenant. Cette femme t'a rempli la tête de bêtises. Son nom est Dre Brooks, et elle ne m'a rien rempli la tête. Elle m'a juste aidé à voir CE qui était déjà là. J'ai convoqué une réunion d'urgence du conseil pour demain. Nous allons voter pour te révoquer complètement. » Elias hocha la tête. « Je m'y attendais. Et je gèle ton fonds fiduciaire. » Cela, il ne s'y était pas attendu. Son estomac se serra. Il n'avait jamais vécu sans la fortune des Carrington derrière lui. « Faites ce que vous avez à faire, dit-il, essayant de garder sa voix ferme. Après le départ de son père, Elias resta seul dans son immense appartement, se demandant s'il avait commis une terrible erreur. Puis son téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. « C'est Imani. »
Il faut qu'on parle. 20 minutes plus tard, il frappait à nouveau à sa porte. Elle ouvrit, l'air fatigué mais composé. « J'ai vu votre conférence de presse. Puis-je entrer ?» Elle hésita, puis s'écarta. Son appartement était petit mais rempli de livres, d'art et de photographies. Il ressemblait plus à un foyer que n'importe quel endroit où Elias avait vécu. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, croisant les bras. « Parce que c'était la bonne chose à faire. »« La bonne chose pour qui? Pour votre image? Pour votre conscience ?» Elias soupira. « Pour l'entreprise, pour les personnes que nous avons blessées, et oui, pour moi aussi. » Imani étudia son visage. « Et que se passe-t-il maintenant? Vous faites ces grands gestes, tout le monde applaudit votre évolution, et tout redevient normal. Rien ne va redevenir normal. Mon père vient de me couper les vivres. Le conseil vote pour me révoquer demain. » Elle parut surprise. « Et vous êtes d'accord avec ça? »« Non, admit-il. Je suis terrifié. Je n'ai jamais été sans argent ou sans le nom des Carrington derrière moi. Mais je pensais, c'est eux que je disais à propos de l'audit et de la restitution des terres. » Imani s'assit sur son canapé. « Et le poste que vous m'avez offert? L'offre tient, si vous la voulez. Le conseil ne peut pas y toucher. J'ai créé une fondation distincte avant la conférence de presse, financée avec mon argent personnel. Pourquoi moi ?» Elias s'assit en face d'elle. « Parce que vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour bien faire les choses. » Ils parlèrent pendant des heures de l'exposition, de l'audit et de la fondation. À la tombée de la nuit, Imani commanda à manger, et ils mangèrent en discutant des prochaines étapes. « Vous devriez venir à la réunion du conseil demain, » dit Elias. « Leur montrer que nous sommes sérieux. » Imani secoua la tête. « C'est votre monde, pas le mien. De plus, j'ai des cours à donner. » Elias hocha la tête, déçu. « Je comprends. » Alors qu'il se levait pour partir, Imani dit « Elias, c'est eux que vous avez fait aujourd'hui. C'était courageux. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, et cela fit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Merci, » dit-il doucement. Le lendemain matin, Elias entra dans la salle de réunion de Carrington International pour CE, qui serait probablement la dernière fois. Les visages autour de la table étaient sombres. Son père était assis en bout de table, l'air froidement triomphant. « Allons vite, » dit William. « Nous votons sur la révocation d'Elias Carrington de toutes les positions au sein de l'entreprise, avec effet immédiat. » « J'aimerais dire quelque chose d'abord, » commença Elias. « Je pense que vous avez déjà largement assez parlé, » l'interrompit son père. « En fait, » dit une voix depuis l'entrée, « je crois que M. Carrington a le droit de parler. » Toutes les têtes se tournèrent. Imani se tenait là, élégante dans un tailleur bleu foncé, son expression professionnelle et déterminée. « Et qui êtes-vous si CE n'est pas indiscret ?» demanda William, bien que son ton suggérait qu'il savait exactement qui elle était. « Dre Imani Brooks, de la Sorbonne. Je suis la consultante pour le projet en Martinique. » Elle entra dans la pièce comme si elle lui appartenait, prenant la place vide à côté d'Elias. Sous la table, elle lui serra rapidement la main. « C'est une réunion à huis clos, » protesta William. « Dre Brooks est ici à mon invitation, » dit Elias, retrouvant sa voix, « et elle a de précieux éclaircissements à apporter sur les changements que cette entreprise doit opérer. » Pendant l'heure qui suivit, Elias et Imani présentèrent à leur plan pour l'entreprise. L'audit d'équité, le programme de restitution des terres, l'exposition sur l'héritage qui raconterait la véritable histoire de l'habitation coloniale. Certains membres du conseil semblèrent intrigués, d'autres mal à l'aise. « Tout cela est très touchant, » dit William quand ils eurent terminé. « Mais Carrington International est une entreprise, pas une association caritative. Nous répondons aux actionnaires, pas aux militants de la justice sociale. En fait, dit Robert Chen, l'un des jeunes membres du conseil, nos actionnaires pourraient être d'un avis différent. J'ai parlé à plusieurs investisseurs majeurs qui ont été impressionnés par la conférence de presse d'Elias. Ils y voient du leadership, pas une faiblesse. » Le visage de William s'assombrit. « Nous sommes ici pour voter sur la révocation d'Elias, rien de plus. »« Avant de voter, dit Imani se levant, vous devriez savoir que plusieurs associations de lutte contre le racisme suivent cette situation de près. Elles sont prêtes à lancer un boycott national de toutes les propriétés Carrington si l'entreprise revient sur les engagements qu'Elias a pris hier. » La pièce devint silencieuse. « Cela ressemble à une menace, Dre Brooks, » dit William. « CE n'est pas une menace, c'est une réalité. » Elle rassembla ses papiers. « Je vous laisse à votre vote. » À la porte, elle se retourna. « Monsieur Carrington, l'aîné Monsieur Carrington, j'espère que vous comprenez que le monde change. Les entreprises qui ne changent pas avec lui sont laissées pour compte. » Après son départ, le conseil vota. À la surprise d'Elias, le vote fut partagé. Pas assez pour le révoquer complètement. « Ce n'est pas fini, » avertit son père alors que la réunion se terminait. Elias trouva Imani qui l'attendait dans le hall.
Vous êtes venu, dit-il, incapable de cacher son sourire. Quelqu'un devait vous sauver de vous-même. Mais elle souriait aussi. Comment saviez-vous quoi dire à propos du boycott? Je ne savais pas, mais j'ai des amis dans CES Organisation et votre père ne le sait pas. Elias rit. Vous êtes vraiment quelqu'un, Dre Brooks. C'est eux qu'on me dit, Monsieur Carrington. Au cours des semaines suivantes, Elias et Imani travaillèrent sans relâche sur le projet en Martinique. Sa position dans l'entreprise ne tenant qu'à un fil, Elias se jeta corps et âme dans le travail. Il apprit l'histoire des familles qui avaient été asservies sur l'habitation coloniale, celle de leurs descendants qui vivaient encore dans la région. Nous devrions les inviter à participer à la planification, suggéra Elias lors d'une de leurs réunions. Imani le regarda avec surprise. C'est en fait une bonne idée. Ne soyez pas si étonnés, taquina-t-il. Ils organisèrent une réunion communautaire dans la petite ville martiniquaise près du complexe hôtelier. Les descendants des familles asservies partagèrent des histoires transmises de génération en génération. Elias écouta, vraiment écouta, pour la première fois de sa vie. Après, une femme âgée s'approcha de lui. « Vous êtes différent de votre père et de votre grand-père, » dit-elle, étudiant son visage. « Il ne se serait jamais assis pour nous écouter. J'essaye de faire mieux, » dit honnêtement Elias. « Eh bien, essayez, c'est déjà ça. » En travaillant ensemble jour après jour, quelque chose se modifia entre Elias et Imani. Les murs qu'elle avait érigés commencèrent à s'abaisser, juste un peu. Elle riait à ses blagues. Ils trouvaient des excuses pour prolonger leur réunion. Un soir, alors qu'ils examinaient des documents dans son bureau temporaire, il avait quitté la suite exécutive après la réunion du conseil, Elias se surprit à regarder Imani au lieu de lire. « Vous me fixez, » dit-elle sans lever les yeux. « Pardon. » Il baissa rapidement les yeux sur SES papier. Imani soupira et posa son stylo. « Elias, il faut qu'on parle de ça. »« De quoi ?»« De cette tension entre nous. CE n'est pas approprié. » Elias sentit son visage s'empourpra. « Je n'ai pas voulu vous mettre mal à l'aise. Vous ne l'avez pas fait. Mais je dois être clair, je suis ici pour faire un travail, pas pour être votre histoire de rédemption. C'est CE que vous pensez que c'est? N'est-ce pas? L'homme blanc privilégié apprend l'erreur de ses voies et tombe amoureux de la femme noire qui lui a montré la voie. C'est un cliché. » Elias se cala sur sa chaise, piqué par ces mots. « Ce n'est pas juste. C'est eux que je ressens. Ce que tu ressens n'a aucune importance pour l'instant, » affirma Imani avec fermeté. « Ce qui compte, c'est le travail. Si nous voulons continuer à collaborer, nous avons besoin de limites. » Il acquiesça lentement. « Tu as raison. Je suis désolé. » Ils retournèrent à leurs documents, un silence pesant s'installant entre eux. Le lendemain, Elias reçut un appel de sa mère, Margaret Carrington, qui s'était faite remarquer par son absence durant le scandale. « Mon chéri, il faut qu'on parle. On déjeune ensemble ?» Ils se retrouvèrent dans son restaurant préféré, un établissement huppé où les maîtres d'hôtel savaient exactement comment elle aimait son martini. « Ton père est furieux, » dit-elle après avoir commandé. « Je sais, mais j'ai réfléchi à CE que tu as dit lors de cette conférence de presse. » Elle but une gorgée de sa boisson. « Ma grand-mère, ton arrière-grand-mère, racontait des histoires sur le bon vieux temps. Des histoires pas toujours agréables. » Elias écouta, surpris par cette révélation. « Le fait est, poursuivit Margaret, que c'est peut-être le moment de faire preuve d'un peu d'honnêteté dans cette famille. Ton père ne le verra pas de cet œil, mais moi si. Tu es en train de dire que tu soutiens CE que je fais? Je dis que je le comprends, et je veux que tu saches que ta fiducie familiale, de mon côté de la famille, est toujours intacte. Ton père ne peut pas toucher à cet argent. » Un sentiment de soulagement l'envahit. Il ne serait pas complètement ruiné après tout. « Merci, mère. Ne me remercie pas encore. J'ai invité le docteur Brooks au gala de bienfaisance la semaine prochaine. » Elias faillit s'étouffer avec son eau. « Tu as fait quoi? »« Je veux rencontrer cette femme qui a eu un tel impact sur mon fils. »« Mère, CE n'est pas une bonne idée. Imani, le docteur Brooks n'est pas à l'aise dans CES milieu-là. » Margaret haussa un sourcil. « Vous vous tutoyez à CE que je vois. Nous travaillons ensemble. » Elle sourit d'un air entendu. « Eh bien, elle a déjà accepté l'invitation. Alors, sois un gentleman et propose-lui de l'escorter. » L'idée d'Imani au gala de bienfaisance Carrington rendait Elias nerveux. C'était un événement annuel rempli exactement du genre de personnes qui avaient forgé SES anciennes opinions, riches, privilégiées et souvent insouciamment racistes. Lorsqu'il aborda le sujet à leur réunion suivante, Imani le surprit. « Je suis au courant de l'invitation. Ta mère m'a appelé directement. »« Tu n'es pas obligé d'y aller, » dit Elias rapidement. « Ces événements ne sont que de la frime. En fait, je pense que c'est parfait.
Si nous voulons vraiment changer la culture de l'entreprise, nous devons être visibles. D'ailleurs, j'ai écrit sur CES Espace dans ma thèse CES événements exclusifs où le pouvoir et les privilèges sont maintenus. Donc tu y vas pour la recherche? Elle sourit légèrement. Appelons ça du travail de terrain. Alors, voudrais-tu que je t'escorte? En tant que collègue, bien sûr, ajouta-t-il précipitamment. CE serait approprié, oui. La nuit du gala arriva. Elias attendait nerveusement dans le hall de l'immeuble d'Imani. Quand elle apparut, il ne put s'empêcher de la fixer. Elle portait une robe longue, couleur lit de vin, SES cheveux coiffés en un élégant chignon. De simples boucles d'oreilles en or captaient la lumière quand elle bougeait. « Tu es magnifique », dit-il avant de pouvoir se retenir. « Merci, tu es plutôt élégant, toi aussi. » Dans la voiture, Imani semblait tendue. « Je n'ai jamais été à ce genre d'événement avant. N'oublie pas que tu es la personne la plus intelligente de la pièce. Et si quelqu'un dit quelque chose d'offensant, je peux me débrouiller, Elias. Je sais que tu peux, mais tu ne devrais pas avoir à le faire. » La salle de bal était bondée de l'élite parisienne. Les têtes se tournèrent quand Elias entra, Imani à son bras. Des chuchotements les suivirent à travers la pièce. Sa mère les accueillit chaleureusement. C'est eux qui surprit Elias. « Dr Brooks, je suis enchanté que vous ayez pu vous joindre à nous. J'ai entendu dire des choses merveilleuses sur votre travail. Merci de m'avoir invité, Madame Carrington. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, Elias resta près d'Imani, la présentant aux quelques personnes qu'il respectait sincèrement. Elle se comporta avec grâce et intelligence, impressionnant même les invités les plus sceptiques. Alors son père apparut, visiblement ivre et en colère. « C'est donc ça la femme qui a monté mon fils contre sa propre famille, » dit William à voix haute. Elias s'avança. « Père, CE n'est pas le lieu. »« Tiens, non? Et quel est le lieu pour discuter de la façon dont tu as trahi tous CE que nous avons bâtis ?» Imani toucha le bras d'Elias. « Ça va aller. Monsieur Carrington, je comprends que vous soyez en colère, mais votre fils essaie de faire quelque chose d'important. » « Important? Il est en train de détruire notre réputation. Il est en train de l'améliorer, » répliqua Imani calmement. « Les entreprises ayant des pratiques éthiques solides sont plus performantes financièrement. C'est prouvé. » William ricana. « Et qu'est-ce que vous connaissez aux affaires, professeur? Je sais que le monde observe comment Carrington International gère CE moment. Votre fils a fait preuve de leadership. Vous devriez être fier. » Des gens s'étaient rassemblés autour d'eux, observant la confrontation. William regarda la foule, puis se tourna vers Imani et Elias. « Tu as fait ton choix, » dit-il à son fils, avant de s'éloigner. Elias laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait. « Je suis désolé pour ça. »« Ne le sois pas, » dit Imani, le surprenant en lui prenant la main. « Certaines personnes ne peuvent pas changer, mais toi, si. » Le simple contact de sa main dans la sienne fit monter une chaleur dans tout son corps. Alors que la soirée touchait à sa fin, Elias ramena Imani chez elle. Ils restèrent dans un silence confortable, tous deux digérant les événements de la nuit. Devant son immeuble, il la raccompagna jusqu'à sa porte. « Merci d'être venu ce soir, » dit-il. « Tu as été incroyable. »« C'était intéressant, » admit-elle. « Ta mère n'est pas CE à quoi je m'attendais. Elle est pleine de surprises CES dernier temps. » Ils se tinrent devant sa porte, aucun des deux ne voulant que la soirée se termine. « Imani » commença Elias, puis s'arrêta. « Je sais que tu as dit que nous avions besoin de limites. Et je respecte ça, mais je n'arrête pas de penser à toi. » Elle le regarda, son expression indéchiffrable. « Elias, tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu saches que pour moi, il ne s'agit pas de rédemption. Il s'agit de toi, rien que de toi. » Il se tourna pour partir, mais elle lui retint le bras. « Attends. » Elias se retourna, le cœur battant. « Je ne peux pas nier qu'il y a quelque chose entre nous, » dit Imani doucement. « Mais c'est compliqué. Ma carrière, ta famille, notre travail ensemble, je sais. J'ai besoin de temps. » Elias acquiesça. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. » En retournant à sa voiture, Elias se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle n'avait pas dit non. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà ça. Son téléphone vibra avec un SMS de Robert Chen, le membre du conseil d'administration qui l'avait soutenu. « Réunion d'urgence convoquée pour demain. Ton père est en train d'agir. Sois prêt. » Le bref instant de bonheur s'évanouit. La lutte pour Carrington International et pour son propre avenir était loin d'être terminée. Elias dormit à peine cette nuit-là. L'avertissement de Robert Chen concernant la réunion d'urgence du conseil d'administration le tourmentait. Au matin, il était épuisé mais déterminé. Il ne laisserait pas son père détruire tous CE qu'il essayait de construire. Il arriva tôt au siège de Carrington, surpris de trouver Robert l'attendant dans le hall. « Ton père a été très occupé, »
dit Robert en marchant avec Elias vers l'ascenseur. Il a appelé les membres du conseil toute la nuit, faisant des promesses, des menaces. Tous CE qu'il faut pour qu'ils votent ton exclusion complète. A-t-il suffisamment de soutien? Demanda Elias. C'est serré. C'est pourquoi je t'ai appelé tôt. Nous avons besoin d'une stratégie. Dans le bureau de Robert, ils examinèrent les chiffres. William avait besoin d'une majorité des 2/3 pour écarter Elias du conseil d'administration et de toute SS fonction. Il comptait les votes probables. Cela se jouerait à 2 ou 3 personnes. Et le programme de restitution des terres? Demanda Elias. Y a-t-il un moyen de le protéger si je suis exclu? Robert secoua la tête. Ton père le tuera immédiatement. Il parle déjà de revenir aux affaires. Elias vérifia sa montre. La réunion est dans 1 heure. Je dois passer quelques coups de fil. Il essaya d'abord d'appeler Imani, mais elle ne répondit pas. Elle enseignait probablement son cours du matin. Il laissa un message expliquant la situation, puis appela sa mère. « Je suis déjà au courant de la réunion, » dit Margaret. « Ton père n'est pas rentré hier soir. Il est en furie. Peux-tu aider ?» demanda Elias. « Je suis toujours actionnaire, mon chéri. Je serai là. » 1 heure plus tard, la salle du conseil était tendue. William était assis en bout de table, l'air confiant. Quand Elias entra, son père ne lui jeta même pas un coup d'œil. « Commençons, » dit William une fois tout le monde assis. « Nous sommes ici pour voter la révocation complète d'Elias Carrington, du conseil d'administration et de tous SUS postes au sein de Carrington International. » « Pour quel motif ?» demanda Elias. « Conduite préjudiciable à l'entreprise, » répondit William froidement. « Ta conférence de presse imprudente et tes prétendus programmes d'équité ont nui à notre réputation et à nos résultats. » « En fait, » interrompit Robert, « notre action s'est redressée depuis la baisse initiale, et nous avons constaté une augmentation de 15% des réservations dans nos hôtels de la part de clientèle plus jeune. » William rejeta cela d'un revers de main. « Temporaire. Le véritable dommage concerne nos relations à long terme avec les investisseurs qui attendent de la stabilité, pas des expériences sociales. » La porte de la salle du conseil s'ouvrit et Margaret Carrington entra. Elle prit place à côté d'Elias. « Margaret, cela ne te regarde pas, » dit William sèchement. « Je détiens 20% des actions de la société, William. Cela me regarde au plus haut point. » La discussion s'échauffa. Les membres du conseil posèrent des questions sur le projet en Occitanie, l'audit d'équité et les implications financières. Elias répondit honnêtement, plaidant pour une nouvelle orientation pour l'entreprise. « Les temps changent, » argua-t-il. « Les entreprises qui ignorent leurs responsabilités historiques sont laissées pour compte. Nous avons une chance de montrer la voie ici, pas de la suivre. » « Fadaise sentimentale, » ricana William. « Le but d'une entreprise est de faire de l'argent, pas de réparer des injustices passées. Nous pouvons faire les deux, » dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Toutes les têtes se tournèrent. Imani se tenait là, posé et professionnel. « Dr Brooks, » dit William avec un mépris non dissimulé. « C'est une réunion privée du conseil. »« Je l'ai invité, » dit Elias en se levant. Le Dr Brooks a des données sur les avantages financiers des programmes de responsabilité sociale des entreprises. Imani s'avança au-devant de la pièce et connecta son ordinateur portable au projecteur. Pendant les 20 minutes qui suivirent, elle présenta des études de cas d'entreprises qui avaient amélioré leurs profits après avoir réparé des torts historiques. En conclusion, dit-elle, regardant directement William, les entreprises qui adoptent des pratiques éthiques surpassent leurs concurrents de 12% en moyenne sur 5 ans. Tout cela est très bien, dit William d'un ton dédaigneux, mais nous devons voter. Avant de le faire, intervint Margaret, je tiens à rappeler à chacun que mes actions, combinées à celles d'Elias, représentent 30% de la société. Si Elias est révoqué aujourd'hui, nous envisagerons de vendre nos actions à des investisseurs extérieurs qui partagent notre vision. Un murmure parcourut la pièce. La menace d'une vente massive d'actions et d'une potentielle prise de contrôle externe était sérieuse. William fusilla sa femme du regard. « Tu n'oserais pas. Mets-moi au défi, » répliqua Margaret calmement. Après un silence tendu, William appela au vote. Elias retint son souffle alors que chaque membre du conseil votait. Lorsque le décompte final fut annoncé, il avait survécu d'une seule voix. William se leva brusquement. « Cette réunion est ajournée. » Il sortit en trombe sans regarder son fils. Elias laissa échapper un long soupir. « Merci, » dit-il à sa mère. « Je ne savais pas que tu avais ça en toi. » Margaret lui serra la main. « Moi non plus. Mais je suis fier de toi, Elias. Il était temps que quelqu'un dans cette famille défende CE qui est juste. » Alors que les membres du conseil sortaient, Elias s'approcha d'Imani. « Tu es venu, encore.
Ton message semblait urgent, et j'avais les données prêtes de toute façon. Tu prends l'habitude de me sauver. » Elle sourit légèrement. N'y prends pas goût. En dehors de la salle du conseil, Robert les rejoignit. C'était de justesse. Ton père n'abandonnera pas, tu sais. Je sais, soupira Elias. Mais nous avons gagné du temps. Utilise-le à bon escient, conseilla Robert. Le projet en Occitanie doit être un succès. Au cours des semaines suivantes, Elias et Imani se plongèrent dans le travail. L'exposition patrimoniale prenait forme, avec la participation des membres des communautés locales et des descendants des familles spoliées. L'audit d'équité était en cours, révélant des vérités inconfortables sur les pratiques d'embauche et les acquisitions de terres de l'entreprise. La relation d'Elias avec Imani resta professionnelle, mais chaleureuse. Ils travaillèrent tard le soir ensemble, partagèrent des repas et devinrent progressivement quelque chose comme des amis. Il respecta sa demande de temps et garda ce sentiment pour lui, bien qu'ils s'intensifiassent chaque jour. Un soir, alors qu'ils marchaient à travers l'espace d'exposition partiellement construit en Occitanie, Imani sembla plus silencieuse que d'habitude. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Elias. Elle hésita. « J'ai reçu une offre d'emploi, de la Sorbonne. Un poste de professeur titulaire. » Elias sentit son cœur se serrer. « C'est merveilleux. Félicitations. Je n'ai pas encore accepté, mais c'est une excellente opportunité. Quand commencerais-tu ? » « Le semestre prochain. Je devrais quitter le projet avant la fin. » Elias acquiesça, essayant de cacher sa déception. « Tu devrais l'accepter. Tu le mérites. »« Je suis partagé, » admit Imani. « Ce projet signifie beaucoup pour moi, et travailler avec toi a été inattendu. » Leurs regards se croisèrent, et Elias sentit l'attraction familière entre eux. « Quoi que tu décides, » dit-il doucement, « je te soutiendrai. » De retour à Paris, Elias reçut des nouvelles troublantes de l'équipe d'audit. Plusieurs propriétés Carrington, y compris le domaine en Occitanie, avaient été acquises par des moyens douteux. Les propriétaires terriens d'origine avaient été contraints de vendre, parfois par intimidation ou manipulation juridique. « Nous devons réparer cela, » dit Elias à l'équipe. « Trouver les descendants. Nous offrirons une compensation ou le retour des terres, selon CE qu'ils préfèrent. » Lorsqu'il partagea cette décision avec Imani, elle le regarda avec un respect sincère. « C'est un grand pas. C'est la bonne chose à faire. Ton père va se battre. Qu'il essaie. » Il n'eut pas à attendre longtemps. William convoqua une réunion du comité exécutif le lendemain, en excluant Elias. Mais Robert y était, et le mit au courant par la suite. « Ton père prévoit de vendre la propriété en Occitanie avant que l'audit ne soit terminé. Il a trouvé un acheteur qui clôturera rapidement la transaction. » Elias fut stupéfait. « Il ne peut pas faire ça. Le conseil a approuvé l'audit. Il prétend que c'est une décision commerciale, sans rapport avec l'audit. Et il a suffisamment de soutien au sein de la direction pour la faire passer. » Elias tenta d'obtenir une injonction d'urgence, mais les avocats de l'entreprise, fidèles à son père, le bloquèrent. La vente avançait rapidement. Quand il l'apprit à Imani, elle fut furieuse. « C'est exactement CE que je craignais. Il est en train d'effacer les preuves. »« Je ne le laisserai pas faire, » promit Elias. « J'achèterai la propriété moi-même s'il le faut. »« Avec quel argent ? Il t'a coupé les vivres, tu te rappelles ?» Elias arpentait son bureau. « La fiducie de ma mère. Ce n'est pas suffisant pour toute la propriété, mais peut-être pour un acompte. Je pourrais trouver des investisseurs pour le reste. En 2 jours, c'est à ce moment-là que la vente sera conclue. » Elias passa des appels frénétiques à des investisseurs potentiels, mais la plupart n'étaient pas prêts à agir aussi rapidement. La veille de la vente, il perdait espoir. Cette nuit-là, Imani se présenta à son appartement avec une bouteille de vin et des plats à emporter. « Je me suis dit que tu aurais besoin de dîner, » dit-elle, « et de compagnie. » Ils mangèrent sur son balcon, parlant de tout, sauf de la vente imminente. Pendant quelques heures, ils n'étaient qu'un homme et une femme profitant de leur mutuelle compagnie. « J'ai pris ma décision concernant le poste, » dit Imani, alors qu'ils finissèrent le vin. Elias se prépara au pire. « Et je le refuse. Pour l'instant, ce projet doit être mené à bien. » Un soulagement et une gratitude l'envahirent. « Ah, tu es sûr ? C'est une excellente opportunité. Il y en aura d'autres. Cela compte plus. » Elle le regarda. « Tu comptes plus. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Elias se pencha légèrement. Imani, son téléphone sonna, brisant le moment. Elle le vérifia et fronça les sourcils. « C'est mon chef de département, je devrais prendre l'appel. » Pendant qu'elle parlait, Elias débarrassa les assiettes du dîner, l'esprit en ébullition. Venait-elle d'admettre qu'elle avait des sentiments pour lui aussi? Imani raccrocha, l'air troublé. « C'était étrange. Quelqu'un posait des questions sur moi à l'université.
Sur ma relation avec toi. Quel genre de questions? Des questions personnelles, inappropriées. Elias sentit un frisson. Mon père. Pourquoi se soucierait-il de ma vie privée? Parce qu'il sait que je tiens à toi. Il cherche à faire pression. Le lendemain matin, Elias fut réveillé par des messages urgents de Robert. La vente de la propriété en Occitanie avait été avancée. Elle aurait lieu ce jour-là. Elias se précipita au bureau, mais la sécurité l'arrêta dans le hall. « Je suis désolé, monsieur Carrington. Nous avons des ordres de ne pas vous laisser monter aujourd'hui. » Il appela Robert, qui le rejoignit dans un café en face. « C'est pire que CE que nous pensions, » dit Robert. « Ton père a trouvé une société écran pour acheter la propriété. Une fois la vente conclue, ils démoliront les structures originales, y compris celles destinées à l'exposition. Il est en train de détruire les preuves, » réalisa Elias, « et de tuer notre projet en même temps. Les papiers sont signés à 11 heures. Nous ne pouvons rien faire. » Elias vérifia sa montre. Il était 9h30. Il doit y avoir quelque chose. Il appela Imani, qui était déjà en route pour le bureau. « Rejoins-moi plutôt chez ma mère, » lui dit-il. « J'ai une idée. » Margaret Carrington vivait dans un spacieux appartement haussmannien dans le 8e arrondissement, rempli d'antiquités et de trésors de famille. Elle accueillit Elias et Imani chaleureusement. « Mère, as-tu toujours les papiers de grand-mère? Ceux dont tu as parlé au déjeuner ?» Margaret eut l'air confuse. « Oui, ils sont dans le bureau. Pourquoi? J'ai besoin de les voir. Tout de suite. » Pendant que Margaret partait chercher les papiers, Elias expliqua à Imani « Mon arrière-grand-mère tenait des journaux. Si elle a écrit sur la propriété en Occitanie, sur la façon dont elle a été acquise, cela pourrait être une preuve, » termina Imani. Margaret revint avec une boîte de journaux reliés en cuir. Éléonore était une excellente archiviste. Elle documentait tous ces que la famille faisait, le bon comme le mauvais. Ils cherchèrent frénétiquement dans les journaux, à la recherche de mentions du domaine en Occitanie. Finalement, Imani le trouva. Ici, avril 1952. William Senior a acquis la propriété des Johnson en Occitanie. Les méthodes étaient peu scrupuleuses, mais il m'assure que tout était légal. La modeste famille n'a eu d'autre choix que de vendre après les incidents. Elias lut plus loin. Elle décrit comment mon grand-père a fait en sorte que la famille Johnson soit harcelée, leur récolte détruite, jusqu'à CE qu'ils soient suffisamment désespérés pour vendre pour une fraction de la valeur de la terre. C'est exactement CE que l'audit était en train de trouver, dit Imani, documenté par votre propre famille. Elias vérifia l'heure. 10h20. Nous devons nous rendre au bureau, maintenant. Ils ne te laisseront pas entrer, tu te rappelles, fit remarquer Imani. Ils laisseront ma mère entrer. Margaret Carrington fit son entrée chez Carrington International comme si elle en était propriétaire, CE qu'elle était, en partie. La sécurité n'osa pas l'arrêter. Elias et Imani la suivirent dans son sillage. Ils atteignirent l'étage exécutif juste au moment où la réunion de signature commençait. William leva les yeux sous le choc en les voyant entrer dans la salle du conseil. « Que signifie ceci ?» demanda-t-il. Margaret s'avança. « Cette réunion est terminée, William. Tu n'as aucune autorité ici, Margaret. »« Peut-être pas, » répliqua-t-elle calmement. « Mais j'ai ça. » Elle posa les journaux sur la table. Les registres d'Éléonore sur la façon dont la famille a réellement acquis la propriété en Occitanie. Et d'autres. Le visage de William pâlit. « Ce sont des affaires familiales privées. »« Plus maintenant, » dit Elias. « Pas si vous allez au bout de cette vente. » L'acheteur potentiel, un homme à l'air nerveux dans un costume coûteux, se leva. « Y a-t-il un problème avec la propriété ?»« Aucun problème du tout, » dit William rapidement. « En fait, » intervint Imani, « il y a des preuves que la terre a été illégalement obtenue de SES propriétaires légitimes par le biais de harcèlement et d'intimidation. Cela pourrait considérablement obscurcir le titre de propriété. »« Je n'étais pas informé de cela, » dit l'acheteur, ramassant SES papier. « Je pense que nous devons reporter cette transaction en attendant un examen plus approfondi. Asseyez-vous, » ordonna William. « La vente se déroule comme prévu. »« J'en ai peur, non, » dit une autre voix. Robert Chen entra avec deux hommes en costume. « Ces messieurs viennent du bureau du procureur général de l'État. Ils sont intéressés par CES allégations de fraude et d'intimidation. » La pièce éclata en chaos. L'acheteur partit rapidement. Les fonctionnaires commencèrent à poser des questions. William lança à son fils un regard de pure haine. « Tu as tout détruit, » siffla-t-il. « Non, père, je répare CE qui a été détruit il y a longtemps. » À la suite de cela, la vente fut interrompue en attendant une enquête. L'audit se poursuivrait et le projet en Occitanie était sauf pour l'instant. Mais la guerre au sein de Carrington International était loin d'être terminée. Ce soir-là, Elias et Imani célébrèrent leur petite victoire en dînant dans son appartement.
Ta mère a été incroyable aujourd'hui, dit Imani, levant son verre en guise de toast. Elle m'a surprise aussi. Je n'aurais jamais cru qu'elle avait une telle force. Elle me rappelle ma grand-mère, une force tranquille qui se révèle quand on en a le plus besoin. Ils s'installèrent sur son canapé, un café à la main, après le dîner. Pour la première fois depuis des semaines, ils pouvaient enfin se détendre. À propos de CE que tu as dit hier soir, commença Elias avec hésitation. À propos du fait que je compte pour toi. Imani baissa les yeux vers sa tasse. Je le pensais. J'ai respecté tes limites, Imani. J'ai essayé de te donner le temps que tu avais demandé. Mais j'ai besoin de savoir. Y a-t-il une chance pour nous? Elle resta silencieuse un long moment. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je te voyais comme l'incarnation de tout CE qui ne va pas dans le monde. Privilégié, arrogant, aveugle à tes propres préjugés. Elias tressaillit, mais ne l'interrompit pas. Mais tu as changé. Non pas parce que c'était pratique ou parce que tu voulais quelque chose de moi. Tu as changé parce que c'était juste. Elle leva les yeux vers lui. Ça compte pour moi. Tu comptes pour moi. Elias se rapprocha, lui prenant la main. Je ne suis pas parfait. J'apprends encore, je fais encore des erreurs. Je n'ai pas besoin de la perfection, dit doucement Imani. J'ai juste besoin de quelqu'un de vrai. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un doux baiser qui s'approfondit rapidement. Elias la serra contre lui, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle répondait avec une égale passion. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Imani posa son front contre le sien. Ça complique tout, tu sais, je sais. Mais certaines complications en valent la peine. Le lendemain matin, Elias se réveilla dans le lit d'Imani, la regardant dormir à ses côtés. Il ne se souvenait pas d'avoir jamais ressenti un tel sentiment de plénitude, que tout était à sa juste place. Son téléphone vibra avec un SMS. Il le consulta avec précaution, ne voulant pas la réveiller. C'était de Robert. Mais les infos, tout de suite. Elias quitta le lit et se rendit dans le salon, trouvant la télécommande. Il alluma la télévision, maintenant le volume bas. Un journaliste se tenait devant le siège de Carrington. Flash Info CE matin. William Carrington, PDG de Carrington International, a annoncé une restructuration majeure de l'entreprise. Dans un mouvement surprise, il sépare la division hôtelière pour en faire une société distincte sous son contrôle direct, laissant le reste de Carrington International derrière. Des sources affirment que cette manœuvre soustrait les actifs les plus précieux de l'entreprise avant l'achèvement de l'audit de capitaux controversé que son fils Elias avait initié. Elias sentit le sang se vider de son visage. Son père les avait tous déjoués. Elias, Imani se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppé dans un peignoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Il désigna la télévision, où William Carrington s'exprimait maintenant lors d'une conférence de presse. Cette restructuration nous permet de nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux. Offrir une hospitalité de classe mondiale. La nouvelle société, Hôtel Héritage Carrington, honorera nos traditions d'excellence tout en se tournant vers l'avenir. Il prend les hôtels, dit Elias d'une voix engourdie, la partie la plus rentable de l'entreprise, et le grand domaine ancestral du Languedoc ira avec eux. Peut-il faire ça? Avec suffisamment de soutien du conseil d'administration? Oui. Et il a dû l'obtenir dans la nuit. Imani s'assit à ses côtés, lui prenant la main. Qu'est-ce que ça signifie pour le projet? Pour l'audit? Ça signifie que nous sommes de retour à la case départ, dit Elias, le poids de la défaite lourd sur ses épaules. Il a anéanti tout le pourquoi nous nous battions. Son téléphone sonna. Robert de nouveau. C'est pire que CE que ça en a l'air à la télé, dit-il quand Elias répondit. Ton père planifie ça depuis des semaines. Il a des investisseurs, un nouveau conseil d'administration, tout. Et nos membres du conseil d'administration, ceux qui nous soutenaient, ils ont été soudoyés ou menacés. Même les parts de ta mère ne pèseront pas dans la nouvelle structure. Après avoir raccroché, Elias expliqua la situation à Imani. Je suis désolé. Tout notre travail, tous CE que nous avons fait. À sa surprise, Imani ne parut pas vaincue. Elle semblait déterminée. Ce n'est pas fini, dit-elle fermement. Ton père croit avoir gagné, mais il vient de révéler son jeu. Que veux-tu dire? Il est désespéré. Il n'aurait pas pris une mesure aussi drastique s'il n'avait pas réellement peur de CE que l'audit trouverait. Elle lui serra la main. Nous avons touché un point sensible, Elias, et maintenant nous savons exactement où appuyer. Elias la regarda, puisant de la force dans sa détermination. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous ripostons, mais pas à sa manière, à la nôtre, avec la vérité. Alors qu'ils étaient assis ensemble à planifier leur prochaine étape, Elias réalisa quelque chose d'important. Il avait peut-être perdu l'entreprise que SES Ancêtre avait bâtie,
Mais il avait trouvé quelque chose de plus précieux, sa propre voie, son propre but. Et Imani. La bataille pour l'âme des Carrington venait de commencer. Mais pour la première fois, Elias crut réellement qu'il pouvait gagner. Elias et Imani passèrent la matinée à passer des appels. La nouvelle de la scission de l'entreprise de William Carrington était partout, les analystes financiers saluant son audacieuse manœuvre stratégique. Seuls quelques-uns remettaient en question le calendrier et la véritable motivation derrière cette décision. « Il contrôle le discours », dit Imani alors qu'il regardait un autre reportage favorable sur William. « Nous devons changer ça. » Elias hocha la tête, faisant défiler les emails sur son téléphone. Robert dit que les documents pour la scission sont traités en urgence. Mon père veut que CE soit finalisé d'ici la fin de la semaine. C'est trop rapide. Il doit y avoir un moyen légal de ralentir ça. Ils furent interrompus par un coup à la porte d'Imani. Quand elle ouvrit, un coursier lui tendit une enveloppe. Livraison spéciale pour Dr. Brooks. Imani l'ouvrit et en sortit une lettre. Pendant qu'elle lisait, son expression s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elias. Elle lui tendit la lettre. Elle provenait du doyen de l'université de la Sorbonne Nouvelle, l'informant qu'un donateur anonyme avait soulevé des préoccupations concernant SS activités extra-universitaires et de possibles conflits d'intérêts concernant son travail avec Carrington International. L'université lançait une enquête sur sa position. « C'est mon père », dit Elias, la voix tendue par la colère. « Il essaie de te faire pression. Il menace ma carrière », dit doucement Imani. « Ma réputation. » Elias lui prit les mains. « Je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça, je te le promets. » Mais Imani se recula. « C'est exactement CE que je craignais, Elias. M'impliquer avec toi, avec les affaires de ta famille, a mis en péril tout CE pourquoi j'ai travaillé. Imani, j'ai besoin de temps. Seul. » Sa voix était ferme mais tremblante. « S'il te plaît. » À contre-cœur, Elias s'en alla. Il passa la journée dans son appartement, alternant entre la fureur contre son père et la peur de perdre Imani. En soirée, il avait un plan, ou du moins le début d'un plan. Il appela Robert. « J'ai besoin de tous CE que tu as sur le grand domaine ancestral du Languedoc, tous les dossiers de l'audit, tous les registres sur la façon dont il a été acquis. Ton père les a retirés des serveurs de l'entreprise. Bien sûr que oui, mais je te connais, Robert. Tu as des sauvegardes. » Robert marqua une pause. « Viens chez moi dans 1 heure. » Ensuite, Elias appela sa mère. « As-tu toujours les journaux de grand-mère Éléanore ?»« Oui, pourquoi ?»« Ne les quitte pas des yeux. Père pourrait essayer de les obtenir. » Finalement, il essaya d'appeler Imani de nouveau. Elle ne répondit pas. Il laissa un message. « Je comprends que tu aies besoin d'espace, mais sache que je me bats pour nous, pour tout ça. Je ne le laisserai pas gagner. » Chez Robert, Elias parcourut des dossiers de documents. L'audit avait révélé plus qu'il n'avait imaginé. Un modèle d'acquisition de terres auprès de familles noires dans diverses régions du Sud, toutes dans des circonstances suspectes. « Il y a un schéma clair, » dit Robert. Des années 1940 aux années 1970, Carrington International, ou plutôt ton grand-père, a spécifiquement ciblé des propriétés appartenant à des familles noires. Une fois acquises, elles ont été transformées en hôtels ou complexes touristiques sans aucune reconnaissance de leur histoire. Elias secoua la tête. Et maintenant, mon père essaie de tout cacher à nouveau. Exactement. La nouvelle structure de l'entreprise lui permet d'enfouir CES propriétés sous des couches de filiales. Elias continua à lire toute la nuit. Au matin, il avait une image plus claire et une résolution plus forte. Il essaya d'appeler Imani de nouveau. Cette fois, elle répondit. « Pouvons-nous nous rencontrer ?» demanda-t-il. « J'ai quelque chose d'important à te montrer. » Ils se rencontrèrent dans un café tranquille. Imani semblait fatigué, ses yeux cernés d'inquiétude. « Comment vas-tu » demanda Elias doucement. « L'université m'a mis en congé administratif le temps de leur enquête. » Sa voix était monocorde. 20 ans de travail. Et tout peut m'être enlevé à cause d'une plainte anonyme. Je suis tellement désolé, Imani. C'est entièrement ma faute. Elle secoua la tête. Non, c'est la faute de ton père, il y a une différence. Elias posa un dossier sur la table. J'ai examiné les dossiers de l'audit avec Robert. C'est pire que CE que nous pensions. Mon grand-père a ciblé des dizaines de propriétés appartenant à des familles noires, pas seulement celles du Languedoc. Imani parcourut les documents, son intérêt professionnel l'emportant sur sa détresse personnelle. C'est systématique, délibéré. Oui, et maintenant mon père essaie de le cacher en restructurant l'entreprise. Elias se pencha en avant. Mais et si nous ne le laissions pas faire? Que veux-tu dire? Et si nous rendions cela public? Tout. Les conclusions de l'audit, les journaux de ma grand-mère, tout. Imani parut incertaine. C'est un grand pas, Elias.
Ça détruirait la réputation de ta famille. Peut-être que ça doit être détruit. Peut-être que nous devons tout réduire en cendres et construire quelque chose de mieux sur les ruines. Ils passèrent les jours suivants à rassembler des preuves et à planifier. Elias contacta les descendants des familles qui avaient perdu leurs terres. Beaucoup furent surpris d'avoir de ces nouvelles, sceptiques quant à ses motivations. Mais quand il expliqua c'est eux qu'il essayait de faire, la plupart acceptèrent de partager leurs histoires. Imani travailla avec SES collègues de la Sorbonne Nouvelle pour documenter l'importance historique des propriétés. Bien qu'étant en congé, elle se jeta à corps perdu dans la recherche. « Si je dois perdre ma carrière à cause de ça, dit-elle à Elias, autant que ça serve à quelque chose. » Ils travaillèrent séparément mais restèrent en contact constant. La tension personnelle entre eux demeurait non résolue, mais leur but commun leur donnait une orientation. Une semaine plus tard, la scission de l'entreprise de William étant presque achevée, Elias passa à l'action. Il convoqua une conférence de presse, non pas au siège de Carrington, mais sur le grand domaine ancestral du Languedoc lui-même. Les journalistes se rassemblèrent sur le terrain de l'ancienne propriété, curieux de savoir pourquoi Elias Carrington les avait convoqués dans ces lieux reculés. Derrière lui se tenait un groupe d'hommes et de femmes noirs âgés, les descendants de ceux qui avaient autrefois possédé ou travaillé CES Terre. « Il y a 3 mois, commença Elias, j'étais assis dans une salle de conseil et j'ai prononcé des mots qui révélèrent le préjugé avec lequel j'avais été élevé. J'ai dit que je n'aurais jamais d'enfant avec une femme noire. Ces mots ont montré mon ignorance, mon aveuglement, à mon propre privilège. Les obturateurs des appareils photo crépitèrent rapidement. Depuis lors, j'ai entrepris un cheminement difficile pour comprendre le véritable coût de ces privilèges. Et c'est que j'ai découvert, c'est que la fortune de ma famille, le nom Carrington qui m'ouvrait toutes les portes, a été bâtie sur des terres volées et des promesses bafouées. Il désigna les personnes derrière lui. Ces sont les descendants de la famille Johnson, qui possédaient cette terre jusqu'à que mon grand-père utilise l'intimidation et la fraude pour la leur prendre en 1952. Leur histoire n'est pas unique. Ma famille a fait la même chose à des dizaines de familles noires dans diverses régions du Sud. Elias brandit les journaux d'Éléonore. Ma propre grand-mère a documenté CES tactiques dans SES écrits personnels. Elle savait qu'elles étaient mauvaises, mais elle n'a rien fait pour les arrêter. Un murmure parcourut la foule de journalistes. Récemment, mon père, William Carrington, a tenté de cacher cette histoire en restructurant l'entreprise. Il scinde la division hôtelière pour protéger CES propriété de l'examen minutieux et de la restitution. Il présenta Robert qui exposa les conclusions de l'audit. Puis Imani s'avança pour fournir le contexte historique. Le volume systématique de terres appartenant à des familles noires au XXe siècle est un fait historique documenté, expliqua-t-elle. Ce qui rend le cas Carrington unique, c'est l'ampleur et les registres détaillés qui subsistent. Un par un, les membres de la famille partagèrent leurs histoires. Comment leurs grands-parents ou parents avaient été chassés de leurs terres, comment des opportunités et un patrimoine générationnel leur avaient été volés. La conférence de presse dura des heures. À la fin, même les journalistes les plus sceptiques furent ébranlés par les preuves. « Que demandez-vous » demanda finalement un journaliste. « Justice » dit simplement Elias. « Je demande à mon père et au conseil d'administration des nouveaux hôtels Héritage Carrington de reconnaître cette histoire, de faire restitution à CES Famille et de s'engager sur la voie d'une véritable réconciliation. Et s'il refuse ?» Elias jeta un coup d'œil à Robert, qui hocha la tête. « Alors j'utiliserai tous les moyens légaux à ma disposition pour garantir que CES Famille obtienne justice, y compris une action collective en justice contre la nouvelle entreprise. » L'histoire explosa dans les médias et sur les réseaux sociaux. Darrell Carrington Vérité devint un sujet tendance. Des activistes et des célébrités s'emparèrent de la cause. Des concurrents de l'industrie hôtelière prirent leur distance avec Carrington, craignant un examen similaire. William Carrington publia une brève déclaration qualifiant les affirmations de son fils d'exagérées et de sorties de leur contexte. Mais les preuves étaient trop solides, les histoires trop poignantes. Le lendemain de la conférence de presse, Elias reçut un appel de sa mère. « Ton père est furieux, dit-elle, semblant plus fatigué qu'effrayé. Il menace de te déshériter complètement. »« Je m'y attendais, » répondit Elias. « Il a aussi renvoyé la moitié du conseil d'administration qu'il soupçonne de t'avoir aidé. Comment vas-tu, mère? Es-tu en sécurité ?» Margaret soupira. « Je me suis installé chez ma sœur pour l'instant. C'est eux qu'il y a de mieux. » Après avoir raccroché, Elias prit des nouvelles d'Imani.
Elle était restée silencieuse depuis la conférence de presse, submergée par l'attention publique. « L'université a appelé », lui dit-elle quand il la joignit. « Ils ont suspendu l'enquête. Apparemment, d'importants donateurs ont exprimé leur soutien à mon travail. C'est une excellente nouvelle. Oui. Mais, Elias, ce n'est que le début. Ton père n'abandonnera pas facilement. » Elle avait raison. Le lendemain, William Carrington convoqua une contre-conférence de presse. Il apparut avec plusieurs hommes blancs âgés, d'anciens associés d'affaires de son père. « Mon fils a choisi de salir le nom de sa propre famille, » dit William, la voix tendue par la colère. « Il a pris des transactions commerciales normales d'il y a des décennies et les a déformées pour les faire coller à un agenda politique moderne. Mais le mal était fait. Les principaux actionnaires des nouveaux hôtels Héritage Carrington commencèrent à exprimer leurs inquiétudes. Partenaires et investisseurs prirent leur distance. Le cours de l'action chuta. 2 jours plus tard, Elias reçut un appel d'un numéro inconnu. « Est-ce bien Elias Carrington? Ici James Preston du conseil d'administration des hôtels Héritage Carrington. » Preston avait été l'un des plus proches alliés de son père. « Oui, c'est Elias. Votre père a été victime d'une crise cardiaque. » Elias sentit le monde basculer. Malgré tout, William restait son père. « Est-il... Il est stable, mais les médecins disent qu'il a besoin de repos. Le conseil d'administration lui a demandé de se retirer temporairement. » Preston marqua une pause. « Nous aimerions vous rencontrer. » La réunion eut lieu à l'hôpital dans une salle de conférence privée. 4 membres du conseil d'administration, dont Preston, attendaient Elias. « Soyons francs, » commença Preston. « Cette situation nuit à tout le monde. L'entreprise, votre famille, CES Famille, ce que vous défendez. Nous avons besoin d'une résolution. »« Je suis d'accord, » dit Elias. « Que proposez-vous ? » ?»« Un accord. L'entreprise établira un fonds de restitution pour les familles affectées. Nous reconnaîtrons les torts historiques sans admettre de responsabilité actuelle et nous achèverons l'exposition patrimoniale sur le domaine du Languedoc. Et que voulez-vous de moi? Abandonnez la plainte, cessez la campagne publique et revenez à l'entreprise en tant que PDG. Elias fut stupéfait. Vous voulez que je remplace mon père? Temporairement, du moins. Le conseil d'administration estime que vous avez démontré un certain leadership moral qui pourrait être précieux dans le climat actuel. Elias demanda du temps pour considérer l'offre. Il devait parler à Imani, aux familles, à SES Avocats. Quand il parla de l'offre à Imani, elle fut sceptique. Ça pourrait être un piège. Ils te font entrer, te réduisent au silence et ensuite continuent les affaires comme d'habitude. Ou cela pourrait être une réelle opportunité de changement, rétorqua Elias. Je pourrais faire plus de l'intérieur que de l'extérieur. Et nous? Demanda doucement Imani. Si tu retournes dans CE Monde, Elias lui prit les mains. C'est de ça que je voulais te parler. Quoi que je décide, j'ai besoin de savoir où nous en sommes. Imani baissa les yeux vers leurs mains jointes. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, je voyais tout ce que je détestais, le privilège, l'arrogance, les préjugés aveugles. Maintenant, je vois un homme prêt à tout risquer pour CE qui est juste. Elle rencontra son regard. J'aime cet homme. Elias sentit son cœur s'envoler. Je t'aime aussi, plus que je ne le croyais possible. Mais, continua-t-elle, je ne serai pas un accessoire dans ton histoire de rédemption. Si nous sommes ensemble, CE doit être en tant qu'égaux, partenaires. Toujours, promit-il. Ils scellèrent la promesse d'un baiser qui ressemblait à un nouveau départ. Le lendemain, Elias rencontra les familles affectées par les actions de son grand-père. Il expliqua l'offre du conseil d'administration et demanda leur avis. Madame Johnson, l'aînée des descendants de la famille du Languedoc, parla pour beaucoup d'entre eux. Nous ne voulons pas détruire le nom Carrington, jeune homme. Nous voulons juste de la reconnaissance et du respect. Si vous pensez pouvoir faire cela de l'intérieur de l'entreprise, nous vous soutenons. Elias prit sa décision. Il accepterait le poste de PDG, mais sous condition. Le fonds de restitution serait substantiel et géré de manière indépendante. L'audit de capitaux serait achevé et SES Conclusion rendue publique. Et Imani serait engagée comme consultante permanente sur les questions historiques et culturelles. Le conseil d'administration accepta à contre-cœur SES Conditions. 3 jours plus tard, Elias Carrington fut nommé PDG par intérim des hôtels Héritage Carrington. Son premier acte fut de rendre visite à son père à l'hôpital. William était pâle mais lucide, ses yeux froids quand Elias entra dans la pièce. « Tu viens te réjouir ?» demanda William faiblement. « Non. Je suis venu te dire que je dirigerai l'entreprise pendant ta convalescence. » William laissa échapper un rire amer. « Mon propre fils, la trahison ultime. » « Ce n'était pas une trahison, père, c'était la vérité. »« La vérité, railla William. Tu as toujours été faible. Ton grand-père aurait honte. » Elias soupira. « Peut-être,
Mais je pense que grand-mère Eleanor serait fière. » Alors qu'il se tournait pour partir, William l'interpella. « Elle te quittera, tu sais, cette femme, une fois qu'elle aura obtenu qu'elle veut de toi. » Elias se retourna vers son père avec pitié. « C'est la différence entre nous, père. Je crois en les gens. Tu ne crois qu'au pouvoir. » Au cours des 6 mois suivants, Elias s'efforça de transformer les hôtels Héritage Carrington. Le fonds de restitution apporta une compensation à des dizaines de familles. L'exposition patrimoniale du Languedoc ouvrit ses portes sous les acclamations de la critique, avec Imani comme conservatrice principale. William se remit de sa crise cardiaque, mais choisit une retraite anticipée plutôt que de revenir à l'entreprise. Lui et Margaret se séparèrent officiellement, mettant fin à des décennies d'un mariage sans amour. La relation d'Elias et Imani s'approfondit, bien qu'ils la gardèrent privée du regard du public. Elle continua d'enseigner à la Sorbonne Nouvelle tout en consultant pour l'entreprise. Il partagea son temps entre New York et le Languedoc, supervisant les changements qu'il avait promis. La veille de l'ouverture officielle de l'exposition patrimoniale, Elias et Imani parcoururent l'espace achevé. Photos et artefacts racontèrent l'histoire des familles qui avaient vécu et travaillé sur cette terre. Un mur de noms honorait ceux qui y avaient été asservis. Rien n'était édulcoré ou aseptisé. « C'est magnifique, » dit Elias, contemplant les expositions. « Tu as fait quelque chose d'incroyable ici. »« Nous l'avons fait, » le corrigea Imani. « Cela n'existerait pas sans toi. » Ils s'arrêtèrent devant une présentation sur la famille Johnson, montrant comment ils avaient acquis la terre après l'émancipation, bâti une ferme prospère et l'avaient finalement perdue au profit des Carrington. « Regrettes-tu jamais ?» demanda Imani, « d'avoir tenu tête à ton père, d'avoir tout risqué ?» Elias pensa à son ancienne vie, les relations sans signification, le privilège immérité, le racisme ordinaire qu'il avait autrefois accepté sans question. « Pas une seconde, dit-il. Te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, même si cela a commencé par la pire chose que j'ai jamais dite. » Elle lui sourit. « Ces mots que tu as dit cette nuit-là, ils ne te définissent plus. »« Non, » acquiesça-t-il. « C'est eux qui me définissent maintenant, c'est sont les actions que j'entreprends pour réparer les choses, et les gens que j'aime. » Il lui serra la main. « Surtout les gens que j'aime. » Le lendemain, des centaines de personnes se rassemblèrent pour l'ouverture de l'exposition. Des descendants des familles asservies se tenaient aux côtés des dirigeants de l'entreprise et des membres de la communauté. Les journalistes immortalisèrent ces moments historiques. Elias prononça un bref discours, reconnaissant l'histoire douloureuse et promettant un avenir meilleur. Puis il présenta Imani, qui parla avec émotion de l'importance de confronter le passé honnêtement. Alors qu'elle terminait son discours, Elias s'avança de nouveau. « Il y a une dernière chose que je souhaite dire aujourd'hui. » Il se tourna vers Imani, prenant ses 2 mains dans les siennes. « Il y a 1 an, j'ai prononcé des mots qui révélaient le pire de mon éducation. Des mots sur le fait de ne jamais avoir d'enfant avec une femme noire, des mots que je regretterai éternellement. La foule se tut. Aujourd'hui, devant tous ces témoins, je veux prononcer d'autres mots. » Il posa un genou à terre. « Imani Brooks, je t'aime plus que je ne l'aurais cru possible. Tu as changé ma vie, mon cœur, mon monde entier. Veux-tu m'épouser ?» Les yeux d'Imani se remplirent de larmes. Un instant, elle parut incapable de parler. Puis, d'une voix douce, « Oui. » La foule éclata en applaudissements et en acclamations, tandis qu'Elias glissait une bague à son doigt et se relevait pour l'embrasser. Plus tard, alors qu'ils célébraient avec leurs amis et leurs familles, Madame Johnson s'approcha d'eux. « Ma grand-mère disait toujours qu'une véritable guérison ne peut survenir sans une confrontation honnête avec propre vérité. Vous deux avez commencé quelque chose d'important ici. Nous ne faisons que commencer, » lui assura Imani. « Et vous aurez de beaux enfants, » ajouta la femme âgée avec un sourire entendu. Elias rit. « Je l'espère. » Cette nuit-là, une fois les célébrations terminées, Elias et Imani se tenaient sur le perron de l'ancienne demeure, aujourd'hui transformée en centre d'éducation et de réconciliation. « Alors, » dit Imani, levant les yeux vers lui avec un sourire taquin, « tu penses toujours que tu n'aurais jamais d'enfant avec une femme noire ?» Elias la serra contre lui, le cœur rempli d'amour et d'espoir pour leur avenir. « Pas un jour ne passe sans que je ne souhaite être le père des tiens. » Elle l'embrassa alors, sous les étoiles qui avaient été témoins de générations de souffrances et de luttes sur cette terre, et maintenant, enfin, témoins de l'amour et de la rédemption. Les mots qu'il avait autrefois prononcés par ignorance ne le définissaient plus. Ce qui le définissait désormais, c'était la vérité pour laquelle il s'était battu, l'amour qu'il avait trouvé, et l'avenir qu'ils bâtiraient ensemble, un avenir qui penserait le passé,
au lieu de le cacher. Un avenir riche de possibilités. Un avenir qu'il créerait côte à côte, main dans la main. Main dans la